Allez, comme chaque semaine, c'est parti pour Valeur ajoutée sur Boursorama, l'émission qui parle des marchés à 360 degrés. Aujourd'hui, on va vous parler de l'investissement à impact. Bonjour Laurent Calvet. Bonjour David. Alors déjà, c'est quoi un petit peu ce concept d'investissement à impact, d'impact investing? Parce que ça claque là comme formule, mais certains vous diront ouais, c'est une formule marketing bien sentie. C'est vrai que c'est très dans l'air du temps en ce moment, mais à juste titre. C'est très bien qu'on en parle de plus en plus. Venir dans une émission comme la vôtre pour en parler, c'est très très bien. Parce qu'à côté de ça, l'urgence à opérer une transition, elle est bien présente. Donc on parle de la transition énergétique, on parle de l'impact que peuvent avoir, comment est-ce qu'on peut le mesurer d'ailleurs, l'impact que peuvent avoir les entreprises sur l'environnement, sur la société, c'est ça hein? Tout à fait. C'est impact positif évidemment. Impact positif pour l'environnement, ce sera à travers les biens, les services ou la chaîne de production, d'assemblage, la logistique des entreprises qui peuvent qui peuvent contribuer ou pas de façon assez significative à la transition vers une économie neutre en carbone. Ouais. Donc encore une fois, sujet à la mode, et donc à juste titre évidemment vu l'urgence climatique, et urgence aussi à opérer cette transition. Tout à fait, puisque en fait, pour parler un petit peu scientifique très brièvement, la pression humaine sur notre planète est aujourd'hui le moteur principal des changements d'activité terrestre. La moitié des océans sont activement pêchés, on a converti la moitié de la surface terrestre habitable pour cultiver des céréales et élever du bétail, et depuis la révolution industrielle, on a réussi collectivement à réchauffer la planète par plus de 1 degré. Donc on sait que la limite c'est 1,5 degré à ne pas dépasser. Et finalement, du coup, la direction, elle est connue et l'objectif, il est précis. C'est de diviser nos émissions carbone par 2 d'ici à 2030. Donc on a à peu près 3000 jours pour agir et le compteur tourne. Ouais. Et c'est une révolution, encore une fois, c'est une révolution copernicienne à la fois pour tout le monde, hein, pour les entreprises, dans leur façon de produire, pour les particuliers aussi, dans les changements d'habitude de consommation aussi. Hein. C'est vrai, mais on va dire que les 3/4 de l'effort pour arriver à cette division par 2, ça repose essentiellement sur une transformation systémique. C'est vrai qu'au niveau de vous, moi, changement d'habitude personnelle, c'est bien, mais c'est vraiment pas suffisant. Vous pouvez, si vous voulez, décréter que vous allez boire vos cocktails avec une paille en bambou plutôt qu'une paille en plastique, ou alors décider de prendre un sac et d'arpenter les plages pour ramasser les bouteilles. C'est déjà un bon début. C'est un bon début, mais si je vous dis que si demain, plus aucune bouteille en plastique n'est jetée dans les océans et que malgré tout 2/3 de tout le plastique restera présent, puisque dérivé de la pêche industrielle, on voit que ce n'est pas suffisant. De la même façon, vous pouvez vendre votre voiture et décider de prendre les transports en public, mais si vous prenez un bus qui marche au diesel, votre trajet va continuer à émettre du carbone. Bon voilà, et surtout que dans le fond aussi, on ne le dit pas assez, mais il faut beaucoup d'épargne, beaucoup d'argent, beaucoup d'investissement pour trouver les technologies de captation du CO2, enfin voilà, toutes les technologies aussi qui vont permettre de réussir cette transition. Alors c'est vrai que déjà il faut préciser que la décarbonation et l'adaptation de notre économie, c'est juste le plus gros pan structurel de croissance des 10 prochaines années. Le FMI estime que juste ce seul secteur représente entre 6 à 10% de PIB mondial et potentiellement créateur d'à peu près 30 millions d'emplois. Et on pense souvent que la transition doit être financée à coup de taxes, de subventions, de dettes d'État. Mais quand on voit les données de l'Agence internationale de l'énergie, on se rend compte que 70% des besoins vont être financés par le privé. Et cette même agence est estimée à 4 trilliards par an jusqu'en 2030. Les besoins, c'est 4 000 milliards. 4 000 milliards, ouais, tout à fait. On est en trilliards. Et je vais vous épargner les mathématiques, mais grosso modo, si on arrive à orienter 3% de l'épargne mondiale par an, on va arriver à cet objectif. Donc c'est quand même atteignable. Faut-il orienter cette épargne vers, encore une fois, les entreprises, et on revient à notre sujet, qui ont un impact positif, encore une fois, sur leur environnement notamment. Et on sait que, encore une fois, c'est un sujet qui est à la mode, il y a beaucoup d'initiatives, on entend beaucoup d'experts, de professionnels, de sociétés de gestion dire, voilà, nous aussi, on fait de l'investissement à impact. Et souvent, comme pour le ESG, comme pour l'ISR, il y a des passagers clandestins, il y a du greenwashing, il y a des opérations de communication. On n'est pas naïf. C'est vrai, comme dans toute tendance porteuse finalement. Ouais, tout le monde a envie d'en être. Voilà, et on peut retrouver ça sans bien faire le job derrière. Dans le bio, dans le Made in France, dans les produits agroalimentaires labellisés pêche durable. Voilà, et c'est vrai que l'investissement à impact n'y échappe pas. On a vu une étude qui est sortie sur 130 fonds actions qui représentent 67 milliards d'encours, c'est quand même assez important. Eh bien, il y en a 72, donc bien plus de la moitié,
qui ont des participations dans des sociétés qui sont impliquées dans la chaîne de production des énergies fossiles. Voilà. Et pour autant, ces fonds-là se disent alignés avec les accords de Paris. Donc c'est problématique. Donc il faut... Il n'y a pas un défaut de réglementation là-dedans? Alors c'est pour ça que justement des régulateurs comme la SEC ou de grandes instances... le gendarme boursier américain. Exactement, ou alors l'Union européenne, sont en train de plaider pour des obligations de transparence bien plus importantes que celles qui sont mises en place aujourd'hui. Quelles sont les stratégies qui existent aujourd'hui, encore une fois, les fonds avec des actions, des obligations? Quelles sont les stratégies qui permettent justement de bien faire, voilà, d'avoir un boulot qui est bien fait, des vrais investissements à impact positif? Alors, les gouvernements, eux, ont mis en place des subventions et des régulations, et c'est maintenant à l'économie de faire sa part. Donc aux entreprises d'être le relais militant de ces objectifs pour les transformer en réduction factuelle, et la finance, avec les gestionnaires d'actifs en fer de lance. Investir, exclure certaines valeurs qui ne sont pas les bons élèves et dénicher les bons élèves. Et justement, nous avons la responsabilité, en tant que gestionnaire d'actifs, d'orienter l'épargne mondiale, donc les actifs sous gestion, comme on appelle ça, vers le financement d'une économie décarbonée. Voilà, Et on pense souvent en action, quand on pense à investissement impact, c'est rentrer au capital d'entreprises qui sont vertueuses, encore une fois, qui sont engagées, durables et responsables. On peut aussi faire de l'impact via le marché obligataire. C'est moins connu, ça, hein? Ça existe? C'est moins connu. C'est vrai qu'il y a eu... donc en tant que gestionnaire d'actifs, on a vraiment une responsabilité d'agir sur toutes les classes d'actifs et toutes les géographies. Pourquoi on pense aux actions d'abord? Parce que en fait, quand on est sur les actifs non cotés, comme en private equity, ou en dette privée, ou sur les actifs cotés, comme en action, quand on a des participations très conséquentes dans des sociétés, on peut avoir accès à toute l'information et orienter les décisions stratégiques des entreprises. C'est vrai qu'on peut se poser la question, quand on détient 2 millions d'une souche obligataire de 500 millions, quel est l'impact que je peux avoir en tant qu'investisseur sur la direction de la société? Faible. Faible, mais pas nul pour autant. Et c'est tout ça, le travail justement de l'impact en obligataire, c'est d'arriver à engager, d'avoir une collaboration avec les sociétés, de jouer un peu le rôle d'incubateur, si vous voulez, pour les faire accélérer dans leur stratégie climat. Pardon, en même temps, on est en période de taux bas, et ça peut durer, même s'il y a des hausses de taux, en tout cas des sorties de rachat d'actifs. C'est le Tapering, on a fait une émission d'ailleurs là-dessus la semaine dernière. Avoir de l'impact, de l'investissement impact sous forme d'obligation, en termes de rendement, c'est pas famélique, puisque les taux sont bas, c'est pas de votre faute. Oui, alors c'est vrai que l'idée assez commune, c'est que si je veux avoir un impact positif aujourd'hui en obligataire, je vais être cantonné à des obligations vertes ou durables, grande majorité émises par des sociétés qui sont notées investment grade, et donc dans le contexte de taux actuel, donc de qualité, et dans le contexte de taux actuel avec des rendements au mieux entre 0 et 0,5%. Et donc là, je suis aussi là pour mettre à mal cette idée et vous montrer qu'on peut, via l'obligataire, avoir un impact positif pour l'environnement et avoir de la rentabilité financière. Mais donc, ça veut dire aller sur des entreprises qui ne sont pas investment grade, qui ne sont pas de très bonne qualité, mais d'un peu moins bonne qualité. Il faut accepter ce qu'on appelle un risque de crédit un peu plus important. Exactement. Si vous voulez, la transition énergétique n'est pas l'apparat des simples sociétés du CAC 40, pour grossir le trait. Il est possible d'aller... Donc on peut faire coup double, quelque part, quand on réfléchit. Exactement. Et c'est tout ce que nous, on prône. Coup double dans le sens... bien fait pour la planète et en même temps une rentabilité puisque la société elle est en croissance, elle est plus jeune. En fait, le raisonnement de base, c'est de dire que les sociétés qui aujourd'hui permettent cette transition sont les gagnants de demain et donc source de profit pour les investisseurs. Mais elles sont plus risquées aussi. Elles sont plus risquées parce que plus jeunes, elles sont plus matures. Alors plus risquées, oui, dans le sens où elles sont plus endettées parce que quand on pense, faut aller sur le marché du haut rendement, donc des sociétés de plus petite taille avec un endettement plus élevé. Mais qui pour autant peuvent être leaders sur leur marché et avoir des business models très résilients. Et donc de toute façon, il n'y a pas de free lunch, comme on le dit en finance. Repas gratuit. Exactement. Ça se saurait, mais il faut mettre les moyens en place en termes d'analyse financière, faire de l'analyse fondamentale et trouver un certain confort. Parce que si vous pensez que vous êtes à l'abri sur des grandes sociétés comme Volkswagen, je renvoie à tous les investisseurs qui étaient investisseurs en Volkswagen en 2015. En 2015. Voilà, ça a eu. Ça, c'est le cas d'école, ça, de Volkswagen. Exactement. Ou Petrobras en 2016 aussi. Exactement. Merci. Point de vue signé Laurent Calvet, donc gérant crédit chez Tikehau Capital. Merci. Merci David. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Valeurs ajoutées sur Boursorama.